3000. On n'a plus d'oxygène. Proximité de sol. Aéropéro 603. On a une urgence. Assieds-toi sur mon siège. Vas-y. Je filme le pilote. Ah, tu filmes? Il s'agit d'une sortie en famille. Ce pilote est fier d'emmener ses enfants pour leur premier voyage à l'étranger. Mais d'ici quelques minutes, ces vacances vont se transformer en un combat terrifiant contre la mort. Tiens le volant. Tiens-le. Tire. Les enquêteurs sont sidérés. Comment un garçon de 15 ans a-t-il pu se retrouver dans le siège du pilote aux commandes d'un avion de ligne flambant neuf? De l'autre côté. Tire. « 22 mars 1994. À Moscou, Eldar Kudrinsky, 15 ans, s'apprête à se rendre pour la première fois à l'étranger. Et il lui faut tous ses gadgets. Eldar, oncle Volodia attend. Je suis prêt. Ce garçon est le fils de Yaroslav Kudrinsky, un pilote de ligne assurant les liaisons internationales. En Russie, cela signifie qu'il fait partie d'un groupe de privilégiés pouvant s'offrir des choses dont les autres ne peuvent que rêver. Allez. Ah, voilà le commandant, on va pouvoir décoller. Bonjour, oncle Volodia. Salut. Aeroflot permet aux familles des pilotes de voyager une fois par an à prix réduit. Et le commandant Kudrinsky en profite pour emmener ses enfants 4 jours à Hong Kong. Maman, ça rentre pas. On croirait qu'on part pour un an. Yaroslav et moi, on aimait voyager, et les enfants aussi. Ils adoraient découvrir des endroits nouveaux, apprendre des choses. Quand ils ont eu l'occasion de voyager avec leur père, ils ont sauté dessus. Eldar et Yana ne sont bien sûr pas les seuls à embarquer sur le vol SU-593. La plupart des 63 passagers sont des hommes d'affaires de Hong Kong et de Taïwan, en quête de débouchés dans la Nouvelle-Russie. D'autres, comme Adrian Deauville, viennent de Londres et utilisent Aeroflot pour ses tarifs intéressants à destination de l'Asie. Gérant d'un magasin de photos dans le nord de l'Angleterre, c'est un passionné d'aéronautique. Il part 2 semaines en vacances à Hong Kong, photographier un aéroport en construction. Il allait parfois loin. S'il pensait qu'il y avait un aéroport intéressant quelque part, il faisait de son mieux pour y aller et prendre quelques beaux clichés. Ce voyage à Hong Kong, c'était pour ça. Il voulait voir cet aéroport en construction qui était alors un exploit d'ingénierie. Mark Newport, promoteur sportif, vit à Hong Kong. Mark avait été militaire. Il était allé à Hong Kong, il avait adoré la ville et il s'y était marié. Il a choisi Aeroflot que je ne connaissais pas car c'était un vol bon marché. En 1994, la Russie est en plein bouleversement. 3 ans plus tôt, l'Union soviétique s'est effondrée et une Russie nouvelle commence à émerger derrière l'ancien rideau de fer. Ces citoyens veulent profiter de la liberté, du mode de vie et des voyages à l'étranger que connaissent les Occidentaux. La compagnie nationale Aeroflot a elle aussi droit à un lifting. Elle s'endette pour acheter 5 nouveaux appareils, des Airbus A310-300 de 70 millions de dollars pièce, qui sont alors à la pointe de la technologie. Même s'il embarque moins de 200 passagers, cet avion vole 3 fois plus loin que les modèles russes les plus gros. Il est aussi entièrement automatisé et doté de systèmes sophistiqués des plus fiables. Aeroflot espère qu'ils lui permettront d'améliorer un bilan de sécurité médiocre.
Si on a une compagnie nationale, donc soutenue par un gouvernement, et que ce gouvernement traverse une passe difficile, sur le plan financier ou politique, toutes les institutions dépendant de ce gouvernement sont perturbées. Aeroflot étant une compagnie nationale, on a toujours eu l'impression qu'elle ne disposait pas à l'époque des ressources financières et autres pour devenir un transporteur organisé et attentif, capable d'assurer un niveau de sécurité élevé. Pour sa nouvelle flotte d'Airbus, Aeroflot crée une nouvelle division de prestige, Russian International Airlines ou RIA. Ces pilotes portent un uniforme différent. Ils sont aux commandes d'avions à la pointe de la technologie et ils assurent les liaisons vers les destinations les plus courues. RIA incarne donc la Nouvelle-Russie. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Aeroflot, qui était encore contrôlé par le gouvernement, a dû améliorer sa rentabilité et développer un réseau de transport justifiable sur le plan commercial. La principale compagnie aérienne russe choisit ses pilotes parmi l'élite. Chacun d'eux compte plusieurs milliers d'heures de vol, présente un bilan de sécurité irréprochable et parle couramment anglais. Ils reçoivent de plus une formation spéciale de la part de l'avionneur Airbus Industrie. La compagnie faisait travailler environ 3000 pilotes à l'époque. Mais 16 d'entre eux seulement devaient participer à la première session de formation. Seuls les meilleurs y ont eu droit. Yana et Eldar sont enfin à bord de la merveille que leur père leur a tant vantée. Soyez gentils, sinon oncle Volodia appuiera sur le bouton d'éjection. Oui. Yaroslav Kudrinski compte 900 heures de vol sur A310. Allez, je dois y aller. C'était leur premier voyage à l'étranger. Mais bien sûr, ils étaient déjà partis avec lui en Russie. Pour leur âge, ils avaient déjà pas mal voyagé. Le commandant Danilov pilotera l'avion dans les couloirs aériens encombrés permettant de quitter Moscou. Puis Yaroslav Kudrinski, le commandant de relève, prendra le relais. Et l'officier pilote de ligne l'OPL Igor Piskarev deviendra copilote. Tous trois sont des professionnels chevronnés. Sur ce nouvel A310, le poste de pilotage est entièrement automatisé. À l'instar d'autres avions ultra perfectionnés, il est équipé d'un pilote automatique sophistiqué, capable de gérer les commandes sur de grandes parties du trajet. Les routes internationales, comme celle qui mène à Hong Kong, permettent à Aeroflot de survivre, car ce sont elles qui font rentrer de l'argent à une époque où le marché intérieur peine à dégager des bénéfices. Le vol SU-593 décolle à 16h39, heure locale. Il rejoindra ensuite un couloir aérien qui le mènera en Mongolie, puis en Chine et à Hong Kong. Le vol doit durer 10 heures. Et 4 heures après le décollage, l'avion dépasse Novosibirsk, en Sibérie. Eldar et Yana sont trop excités pour dormir. Au sortir des routes aériennes des alentours de Moscou, le commandant Danilov fait une pause. Il confie l'avion au commandant de relève, qui sera commandant de bord pour l'étape à venir. Vous avez les commandes. J'ai les commandes. Toujours réveillé? Oui, pourquoi? On va faire une surprise à ton père. Dans le cockpit? Ouais. Ça vous dit? Allons-y. L'avion le plus perfectionné de la flotte est désormais branché sur le pilote automatique à 10 000 mètres d'altitude. Il n'y a pas de vent, la nuit est calme, mais elle ne va pas le rester. Dans le cockpit de l'A310, pour le commandant Kudrinski et son officier pilote de ligne Igor Piskarev, l'heure est plutôt à la détente. J'ai des VIP avec moi, je les fais entrer? D'accord.
Entrez. Salut papa. Voici l'OPL Igor Vladimirovitch Piskarev. Bonjour. Que pensez-vous de notre nouvel avion? Il est très joli. C'est dingue. Il est très différent des vieux avions russes. C'est quoi ça? C'est le ND. Il est géré par le calculateur de vol qui pilote l'avion automatiquement. Viens t'installer sur mon siège. Ça te dit? Allez. Beaucoup de passagers sont endormis, inconscients du drame qui se noue dans le poste de pilotage. Papa, je peux tourner ça? Oui. Yana, tu aimerais piloter l'avion? Non. Prends le volant. Vas-y. Mais ne touche à aucun bouton. Surtout pas le rouge. C'est le pilote automatique, d'accord? Yaroslav Kudrinski tourne le sélecteur de cap. Ça ne débranche pas le pilote automatique tout en permettant de faire tourner l'avion légèrement vers la gauche. Et ça donne à Yana l'impression que c'est elle qui pilote. L'horizon artificiel montre que l'avion s'incline légèrement à gauche. C'est un instrument d'une importance vitale quand on ne peut pas voir le sol, car il montre l'inclinaison de l'avion par rapport à l'horizon. C'était toi. C'est toi qui l'as fait tourner. Yaroslav Kudrinski remet l'avion sur son cap préenregistré, tandis qu'Igor Piskarev transmet sa position au centre de contrôle aérien. Novokuznetsk, ici SU 593. Niveau de vol 330, cap 105. L'A310 est alors à plus de 3200 km à l'est de Moscou, presque au cœur de la Sibérie. Sierra Uniforme 593, Novokuznetsk, niveau de vol 350, cap 105. Sierra Uniforme 593, nous estimons Zakir à 17h59. Puis Eldar s'installe aux commandes, un moment qu'il attendait depuis longtemps. Je filme le pilote. Tu filmes? Mais oui. Je peux tourner ça? Oui, mais si tu tournes à gauche, où ira l'avion? À gauche? Bien, regarde à gauche. Cherche le sol des yeux tout en tournant. Eldar trouve la colonne de direction assez raide, alors qu'elle semblait tourner facilement entre les mains de sa sœur. Il force donc un peu, mais ne parvient pas à faire tourner l'appareil. Le pilote automatique le maintient en effet sur le bon cap. Il tourne? Soudain, les commandes répondent mieux. Super. Il tourne à gauche. Oui, il tourne. Remets-le à l'horizontale. Une fois de plus, le père remet le sélecteur de cap sur sa position initiale, cessant ainsi de donner à Eldar l'illusion que c'était lui qui pilotait. Le commandant Kudrinski sélectionne ensuite le mode navigation qui ordonne au pilote automatique de remettre l'avion sur le cap prévu. Papa? Papa? Mais Eldar tourne toujours les commandes vers la gauche. Elles redeviennent rigides. Je peux retourner à ma place? Pourquoi? Tu veux aller dormir? En tout cas, ne cours pas en première classe. Sinon, on va se faire virer. Eldar tourne le volant légèrement à droite. Il profite de ce moment incroyable. J'irai faire des courses à Temple Street. C'est un marché très connu qui n'est ouvert que la nuit. Pourquoi il tourne? Il tourne tout seul? Oui. Eldar n'est assis à la place de son père que depuis 3 minutes. L'avion penche fortement et s'incline un peu plus à chaque seconde qui passe. L'appareil semble tourner tout seul et les pilotes ne comprennent pas pourquoi. On est dans un circuit? On est dans un circuit d'attente. Ah bon? Mais oui. À l'écran, la trajectoire rectiligne prévue de l'avion a été remplacée par une courbe, un tracé qui ressemble à celui d'un circuit d'attente à proximité d'un aéroport.
Tandis que les hommes étudient les instruments, l'avion continue à tourner. Il est incliné à 45 degrés, plus que ce pourquoi il a été conçu. Soudain, les indications de navigation disparaissent du ND, l'écran d'affichage des données de navigation. Les hommes n'ont plus aucune idée de leur trajectoire, ni de leur cap. L'avion vole à 650 km/h et penche de plus en plus. Comme dans une voiture de sport, ce mouvement écrase dans leur siège toutes les personnes à bord. Les gars! Le pilote automatique de l'A310 essaie de maintenir l'avion en vol. Brusquement, le nez de l'appareil remonte. L'augmentation du nombre de jets empêche tout d'abord Igor Piskarev d'atteindre le volant. Et quand enfin il y parvient, il a beau tirer dessus, rien ne se passe. Le virage à gauche demandé par l'OPL n'affecte en rien le comportement de l'avion. Tiens le volant, tiens-le. Eldar est le seul à avoir ses deux mains sur les commandes. Mais il ne peut que suivre les ordres les plus simples. Et victime de la gravité, il est dans l'incapacité de céder sa place à son père. À gauche. À gauche. À gauche, maintenant à droite. De l'autre côté. Je tourne à gauche. Lève-toi. Eldar est installé aux commandes depuis un peu plus de 4 minutes, mais il ne peut plus se lever. Il a l'impression que son corps pèse 2 fois plus que d'habitude. Debout, debout. Yaroslav Kudrynski ne peut qu'essayer de lutter contre la gravité. Debout, debout. Le vol SU-593 à destination de Hong Kong est en grave difficulté. Le sol. Depuis qu'Eldar est aux commandes, l'avion s'est mis à tourner de plus en plus fortement en perdant de l'altitude. De l'autre côté. Le commandant doit impérativement reprendre sa place, mais il peut à peine bouger. L'avion effectue un virage si marqué que Yaroslav Kudrynski a lui aussi l'impression de peser 2 fois son poids. En cabine, tout le monde ressent les effets du virage de l'avion. Le commandant Danilov sait que son avion a un problème, mais il est incapable d'aller jusqu'au poste de pilotage. Lui aussi est cloué sur son siège par les forces incroyables provoquées par le virage très serré de l'A310. L'avion ne répond toujours pas aux injonctions du copilote. En pleine confusion, en plus de l'alarme sonore, 2 voyants s'allument. Ils indiquent l'arrêt du pilote automatique. L'appareil est désormais entièrement entre les mains d'Igor Piskarev et d'Eldar Kudrynski. Et comme si cela ne suffisait pas, une 2e alarme se met à sonner. De l'autre côté. L'avion est sur le point de décrocher. Un système de sécurité automatique intervient pour maintenir l'appareil en vol. Il fait baisser le nez pour faire plonger l'Airbus afin de lui redonner de la vitesse. À gauche, on arrive au sol. L'avion plonge à la vitesse vertigineuse de 12 km/min. Il a plongé depuis 10 000 mètres d'altitude et il va de plus en plus vite. Si les pilotes ne réagissent pas rapidement, ils vont percuter le sol dans moins d'1 minute. Igor Piskarev tire sur le volant de toutes ses forces pour stopper le plongeon. Le nez finit par remonter et l'avion reprend rapidement de l'altitude. Mais l'OPL se bat toujours pour tenter de reprendre le contrôle de l'appareil. Manette des gaz sur l'or. Igor Piskarev a stoppé la chute, mais l'avion monte désormais trop vite. Et les moteurs de l'A310 ne sont pas assez puissants pour le faire grimper presque à la verticale. La vitesse R chute de manière spectaculaire. L'avion s'efforce de monter, mais on le pousse au-delà de ses limites. Les forces liées à l'accélération s'estompant, le commandant Kudrynski peut enfin reprendre sa place. Mais l'avion atteignant sa vitesse de décrochage, il se remet à piquer du nez. Il plonge à nouveau vers le sol, depuis une altitude de 6000 mètres à la vitesse de 70 mètres secondes. Pleine puissance. Pour la première fois depuis le début du problème, pilote et copilote peuvent travailler ensemble pour sauver l'avion. On est à pleine puissance? Oui, je viens de la mettre. Le pilote actionne la gouverne de direction, la surface mobile verticale de la queue pour faire cesser la vrille. Vitesse? Je la vois pas. Enfin, l'avion semble réagir aux commandes.
En actionnant la gouverne de direction, le commandant a presque réussi à faire cesser la vrille. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Trop de vitesse. Réduis la puissance. Après quelques instants de cauchemar, les deux pilotes ont réussi à enrayer le mouvement de vrille. Ils parviennent à stabiliser l'appareil, mais ils ne le maîtrisent toujours pas complètement. Tout ira bien. Tout doux. Redresse un peu. Après ces minutes infernales, les pilotes ignorent de combien de mètres ils sont descendus. Et quand ils le découvrent, il est trop tard. Sierra Uniforme 593, ici centre de contrôle de Novokuznetsk. À vous. À 500 km au nord de la frontière mongole, les aiguilleurs du ciel de Novokuznetsk attendent que le vol Su-593 leur signale qu'il est sorti de leur zone de contrôle. Moins de 2 heures plus tard, le premier groupe de recherche part en quête de l'Airbus au milieu des paysages gelés de Sibérie. On finit par découvrir l'épave sur le flanc d'une colline boisée, à une centaine de kilomètres à l'est de Novokuznetsk. Très vite, il devient évident qu'il n'y a aucun survivant. Les 75 passagers et membres d'équipage ont péri. Pourquoi cet avion flambant neuf et équipé du dernier cri en matière de technologie est-il tombé? Et pourquoi, sans le moindre avertissement, sans le moindre signal de détresse? Les médias russes ont au fait d'échafauder des hypothèses. S'agit-il d'un attentat terroriste? Pendant un certain temps, on ne m'a rien dit de très concret. Ce n'est que le lendemain que le directeur de la compagnie m'a annoncé qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ça a été un moment terrible, évidemment. Vraiment terrible. C'est dur à croire. Aeroflot affrète des avions pour emmener les familles des défunts jusqu'à Moscou. Parmi elles, Brenda Clark, la mère du passager britannique Mark Newport. On a retrouvé ma belle-fille sur place. On nous avait dit que la région était bouclée et qu'on ne pouvait pas y aller. Mais elle m'a dit, Brenda, vous pouvez y aller puisque les Chinois y vont pour accomplir leur rite funéraire. Et là, j'ai compris qu'on m'avait menti quand on m'avait dit que la région était bouclée. Je leur ai dit, je veux y aller. Et si vous ne m'y emmenez pas, j'irai en autostop. Les autorités finissent par les emmener survoler les lieux du drame. Les familles des victimes chinoises jettent des morceaux de papier sur lesquels elles ont inscrit des petits mots. D'autres jettent des fleurs. Oui, c'était très émouvant. On avait des fleurs et eux avaient écrit des petits messages sur des bouts de papier. C'était touchant. Les autorités russes conduisent les familles dans la morgue d'une ville voisine où sont entreposés les corps. La plupart étant trop mutilés pour être montrés, on demande aux familles de reconnaître des vêtements et des objets personnels pour les identifier. Brenda Clark retrouve des photos de famille de son fils. Pour elle, c'est le choc. Pour la première fois, elle a la certitude qu'il était à bord. L'opération de récupération commence. Le gouvernement russe mobilise 238 soldats, policiers, enquêteurs et sauveteurs. Toute l'industrie aéronautique veut savoir pourquoi et comment un avion tout neuf et aussi sophistiqué a pu tomber comme une pierre, sans prévenir. L'A310 souffre-t-il d'un défaut de fabrication? Trouver la réponse à cette question est des plus urgents. L'enquêteur en chef, Ivan Mashkivsky, se voit confier l'affaire. Le lieu de l'accident offre peu d'indices, et les rares éléments dont il dispose le rendent perplexe. Des bouteilles de champagne qui ont résisté, un membre de l'équipage avec son masque à oxygène et le cadavre d'un enfant dans le poste de pilotage. L'enregistreur de paramètres numériques de l'avion indique que les moteurs tournaient au moment de l'impact. Ce n'est donc pas une panne moteur.
Ivan Mashkivski a besoin de l'expertise d'un spécialiste de l'A310, quelqu'un qui pourra reconstituer les étapes du vol et découvrir ce qui s'est passé. Cet homme, c'est Vladimir Biryukov. Ce pilote d'essai est devenu enquêteur à l'Institut national de recherche aéronautique Gromov de Moscou. Il a participé aux essais et à la certification de l'A310 avant son achat par Aeroflot. Compte tenu du sort de cet avion et de cette compagnie, au départ, j'ai été choqué, bien sûr. Comment une chose pareille pouvait-elle se produire? Tout ce que je savais, c'est que l'appareil s'était écrasé quelque part au-dessus de la Sibérie. Je me rappelle avoir passé une nuit blanche, désespéré, à essayer de comprendre ce qui était arrivé et pourquoi. Oui, entrez. Vous devriez venir écouter ça. Chaque enquête commence par une analyse complète de l'enregistreur phonique. Or, cette dernière révèle quelque chose d'incroyable. Viens t'installer sur mon siège. Ça te dit? Allez. Papa, je peux tourner ça? Oui. Kudrinsky occupait bien le siège du commandant. Oui, d'après le planning. Je peux tourner ça un peu? Oui, mais si tu tournes à gauche, où ira l'avion? À gauche? Bien. Non. Encore. Je peux tourner ça un peu? Oui, mais si tu tournes à gauche, où ira l'avion? Jusqu'au milieu des années 90, inviter des gens dans le poste de pilotage n'avait rien d'inhabituel. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, c'est beaucoup plus rare. Les portes du cockpit sont généralement verrouillées pendant le vol. Chaque pays fixe ses propres règles, définissant qui a accès au poste de pilotage. Dans certains pays, c'est au commandant de décider. Il peut y faire entrer des invités, mais les laisser manipuler les commandes d'un avion, que cet appareil soit vide ou non, est à n'en pas douter une exception dans ce métier. Je peux retourner à ma place? Les deux enquêteurs sont sidérés par ce qu'ils entendent. C'est incroyable. Ces deux gamins qu'on ne pouvait pas identifier n'ont pas été projetés dans le poste de pilotage lors de l'accident. C'étaient ses gosses. Et c'est eux qui pilotaient. Encore. Les enquêteurs en restent sans voix. Comment trois professionnels aussi compétents ont-ils pu laisser des enfants piloter un avion de ligne? Et ce n'est pas tout. Les enfants ne sont qu'une donnée du problème. Une caractéristique méconnue de l'avion s'est avérée mortelle. Pourquoi il tourne? Il tourne tout seul. Tourne à gauche. De l'autre côté. De l'autre côté. À gauche, maintenant à droite. De l'autre côté. Je tourne à gauche. Lève-toi. Debout, debout. À gauche, on est au ras du sol. En écoutant l'enregistreur phonique du vol SU-593, les enquêteurs sont de plus en plus abasourdis. Pleine puissance. Pleine puissance, ça y est. On est à pleine puissance. Je comprends l'état d'esprit de ce père. Il était très fier de son métier et il a invité ses enfants à venir dans le poste de pilotage. Si on s'en tient au règlement, c'était une infraction. Mais je sais que ce genre d'entorse se produit. Je ne veux ni condamner ni défendre cet homme. J'essaie simplement de dire qu'un accident ne se produit jamais pour une seule raison. Il y en a toujours plusieurs conjuguées. Pourtant, cette fois-ci, la cause de l'accident semble être unique. C'était un enfant qui pilotait. L'onde de choc ébranle les hautes sphères de la compagnie Aeroflot. Pour les enquêteurs, la pression augmente. Les médias ont appris qu'Eldar était aux commandes.
Et Aeroflot, qui veut se défaire de l'image négative datant de l'époque soviétique, cherche à limiter les dégâts. Basé à Moscou, Boris Rybak est consultant en aéronautique. Les directeurs et les cadres d'Aeroflot ont effectivement essayé de cacher la vérité et de minimiser les conséquences de cet accident, car c'était extrêmement embarrassant. Les responsables d'Aeroflot ne sont pas les seuls à suivre l'enquête de près. Airbus, le consortium européen qui fabrique l'A310, s'y intéresse également. Ivan Efremovitch, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Si c'est bien Eldar qui a provoqué l'accident, l'avionneur sera mis hors de cause. Mais de leur côté, les familles en deuil exigent des réponses. Vous êtes sûr? L'équipe d'enquêteurs est sur la corde raide. Il y a toujours plus d'une raison pour expliquer un accident d'avion. Il faut trouver l'autre. Je ferai de mon mieux. La réputation de Vladimir Biryukov, celle d'Airbus et celle d'Aeroflot dépendent désormais de cette autre cause. Il s'agissait d'un vol international et d'un avion de fabrication occidentale. Il était donc inévitable que l'enquête conduite par les autorités et les recherches effectuées par les avocats de la partie civile mettent certains renseignements en lumière. L'avionneur Airbus Industries tenait lui aussi réellement à obtenir une explication aussi réaliste que possible sur ce qui s'était passé, car la réputation de ces avions était en jeu. Ce que j'ai critiqué, c'est la façon dont on a été traité par Aeroflot après l'accident. La compagnie ne nous a rien dit, elle a toujours nié. Je voulais savoir pourquoi mon fils était mort, pourquoi ces hommes avaient eu le droit de faire une chose pareille. Mais la seule chose qu'on ait obtenue d'Aeroflot, ça a été le silence à chaque fois qu'on a essayé d'apprendre quelque chose. La compagnie ne voulait pas savoir. Pourtant, les familles ne sont pas les seules à chercher des réponses. Vladimir Biryukov poursuit ses recherches pour tenter de comprendre pourquoi l'A310 s'est écrasé. En analysant les données de l'enregistreur de paramètres, il peut reconstituer la succession de commandes données à l'avion pendant le vol. Nous essayons de nous rapprocher autant que possible de la vérité, de trouver la cause de l'accident, car c'était sans précédent. C'était le premier avion étranger appartenant à une compagnie russe à s'écraser. L'enquête confirme que le pilote automatique était branché lorsque l'avion a commencé à avoir des ennuis. Malgré la présence des enfants, l'avion aurait donc dû rester sur son cap. Que s'est-il passé? Alors, du nouveau? On peut écarter la fille de Kudrinsky. Elle s'est assise, mais elle n'a pas piloté. À 17h47 et 6 secondes, Kudrinsky lui dit de ne pas toucher au bouton du pilote automatique. Son père donne au pilote automatique l'ordre de tourner, les mains de Yana ne faisant que reposer sur les commandes. C'est toi qui l'as fait tourner. Mais lorsqu'Eldar s'installe, Vladimir Biryukov découvre qu'il se passe quelque chose de bien différent. Quelque chose que personne n'aurait pu deviner. Pas même les 3 pilotes dans le cockpit. C'est peut-être la clé du mystère. L'enregistreur de paramètres indique que 2 minutes 30 avant le drame, alors qu'Eldar était aux commandes, le pilote automatique s'est partiellement débranché. Et c'est à cet instant que les ennuis du vol SU-593 ont commencé. Mais comment est-ce arrivé? Le pilote automatique est un ordinateur sophistiqué qui gère entre autres la vitesse, l'altitude et le cap d'un avion. Ces 2 dernières données étant gérées par 3 éléments. La gouverne de direction qui assure les mouvements latéraux, les gouvernes de profondeur qui assurent les mouvements verticaux et les ailerons qui permettent de tourner. Sur le vol SU-593, c'est la gestion des ailerons qui s'est débranchée. Il y a quelques années, les pilotes automatiques utilisés sur les avions de ligne avaient juste un bouton marche-arrêt. Aujourd'hui, avec les FMS, les systèmes de gestion de vol modernes, on peut supprimer certaines fonctions du pilote automatique sans forcément appuyer sur un bouton et tout débrancher, à moins que ce soit ce qu'on va y faire.
Une question obsède Vladimir Biryukov. Comment le pilote automatique s'est-il retrouvé partiellement débranché? Il n'est fait nulle mention d'une telle opération sur l'enregistreur phonique. S'il s'agit d'un défaut de l'avion, il risque de s'avérer fatal pour les vols à venir. Le seul moyen de le savoir, c'est de reproduire le vol en simulateur, au siège d'Airbus à Toulouse. L'expérience de pilote d'essai de Vladimir Biryukov et ses connaissances approfondies de l'A310 sont capitales pour l'enquête. Grâce aux renseignements de l'enregistreur de paramètres, il reproduit l'enchaînement des événements à partir du moment où le commandant Kudrinsky fait s'asseoir son fils sur son siège. Un copilote va reproduire les actions de l'OPL Igor Piskarev. Regarde à gauche. Cherche le sol des yeux tout en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar tourne le volant avant que son père ne demande au pilote automatique de faire tourner l'avion. Les commandes sont dures car le garçon s'oppose au pilote automatique. En simulateur, Vladimir Biryukov reproduit les gestes d'Eldar. Maintenant, il commence à y aller. Encore. Encore. Ça y est. Si on le tient assez longtemps, il se débranche. Combien de temps? 30 secondes. Puis il se débranche en douceur. Sans avertissement? Non. Non. Dans le cockpit, personne n'a compris qu'il s'agissait d'un moment crucial. Après seulement 30 secondes, une partie des fonctions du pilote automatique se sont débranchées. Et à compter de cet instant, c'est bien le garçon qui commandait les ailerons, et donc l'avion. Pourquoi il tourne? Il tourne tout seul. Oui. L'enquête, qui semblait jusqu'alors toute simple, vient de se compliquer. À gauche. Le fait que le garçon de 15 ans ait été aux commandes n'explique pas à lui seul l'accident. Cette découverte met en lumière un défaut dans la formation des pilotes de l'A310. Je viens de la mettre. Vladimir Biryukov a enfin reconstitué l'enchaînement des événements qui ont conduit à la tragédie. Le fils du commandant Kudrinsky a tourné le volant de l'avion allant à l'encontre des données préenregistrées dans le pilote automatique. En conséquence, et sans aucun avertissement, ce dernier n'a plus géré les commandes des ailerons. Si on le tient assez longtemps, il se débranche. Combien de temps? L'avion commence alors à tourner sur sa droite de manière incontrôlable et de plus en plus appuyé. Mais pourquoi personne ne s'est-il rendu compte que le pilote automatique s'était débranché? Une des particularités de cet avion, c'est qu'il ne dispose d'aucune alarme signalant le débranchement du pilote automatique. Les avions russes, eux, sont équipés d'un avertisseur sonore qui prévient de la situation. Je pense donc que le commandant a laissé faire son fils, même si c'est interdit, croyant que si le pilote automatique venait à être débranché, il en serait averti. Sur l'A310, seul un voyant lumineux signale au pilote un débranchement du pilote automatique. Apparemment, l'équipage russe l'ignorait. Mais une deuxième raison explique cette absence de réaction. Le pilote automatique semblait fonctionner normalement puisqu'il contrôlait les autres fonctions de l'A310. Au moment où l'avion commence à tourner, la situation n'a encore rien d'alarmant. À cet instant, si l'équipage réagit, il peut encore stabiliser l'appareil. Eldar est le premier à remarquer que l'horizon artificiel est incliné. Pourquoi il tourne? Il tourne tout seul. Oui. Les trois pilotes sont perplexes. Yaroslav Kudrinsky a en effet remis le pilote automatique sur le bon cap. Vladimir Makarov avance une explication. On est dans un circuit? On est dans un circuit d'attente. Ah bon? Mais oui. Augmentons d'1 degré par seconde. 27 degrés. On devrait entrer dans le circuit.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une étrange courbe apparaît sur le ND, l'écran d'affichage des paramètres de navigation. On a l'impression que c'est le cap que suivrait un avion attendant d'atterrir. Ils ont vu apparaître une courbe ressemblant à celle qui apparaît quand un avion entre en circuit d'attente. Ces zones se situent à proximité des aéroports. Quand il y a trop d'avions, ils sont envoyés dans ces circuits et volent en rond en attendant leur tour. Or, il ne peut pas y en avoir à cet endroit de cette route aérienne. Pourtant, on entend sur la bande de la boîte noire, on est dans un circuit d'attente. Ce faux circuit d'attente distrait l'équipage pendant 9 secondes. Pendant ce laps de temps, l'avion franchit un seuil critique. L'Airbus est désormais incliné à 45 degrés, bien au-delà de ses limites. Il ne peut pas tourner à un tel angle et maintenir son altitude. Il se met donc à descendre. Les gars! Mais le pilote automatique, ne contrôlant plus les ailerons, ses autres fonctions essaient de compenser en faisant relever le nez et en augmentant la puissance pour maintenir l'altitude voulue. Les passagers sont alors écrasés dans leur siège. L'avion est sur le point de décrocher et il se met à trembler comme une feuille. Tiens le volant! Tiens-le! Une partie du ND s'éteint, signe que l'avion est au-delà des limites prévues par ses concepteurs. Dès lors, l'A310 est incontrôlable. En reproduisant le vol, Vladimir Biryukov a compris comment un manque de concentration et une erreur de jugement ont conduit au désastre. Reste à savoir si les pilotes auraient pu sauver l'appareil et ses passagers. Ils ont essayé d'enrayer la chute mortelle en tirant sur le volant, mais ils ont trop forcé. L'avion est remonté brutalement avant de décrocher. On perd de l'altitude. Et on part en vrille. Qu'est-ce qu'on fait? Il sort de la vrille. Et on se stabilise. Dans un instant, on va cesser de plonger. Il suffisait de lâcher les commandes. L'avion est en effet équipé d'un mécanisme de survie qui l'empêche de décrocher, même à très basse vitesse. Encore fallait-il que les pilotes le sachent. Ça n'était pas la faute de l'équipage, mais la faute à pas de chance, car quand quelqu'un ignore comment faire quelque chose, si on ne lui a jamais appris, on ne peut pas après le lui reprocher. La persévérance de l'équipe à poursuivre l'enquête a permis de montrer qu'il y avait plus d'une raison pour expliquer l'accident. Savoir que le pilote automatique peut se débrancher partiellement a profité à toute la profession. C'est toujours une des caractéristiques de l'A310. Elle permet au pilote de contrôler certains paramètres du vol tout en laissant les autres aux soins de l'ordinateur. Mais les équipages en sont désormais informés. Malheureusement, sur le vol SU-593, ce débranchement s'est produit d'une manière intempestive et difficilement décelable. Ce crash survient à un mauvais moment pour l'industrie aéronautique. 1994 restera en effet comme une année noire pour l'aviation. Aux États-Unis, une série d'accidents soulève la question de savoir comment les pilotes gèrent les pertes de contrôle, les moments où ils doivent piloter dans des conditions extrêmes. Quand on pense aux pertes de contrôle sur des gros porteurs, on pense à un comportement de l'avion qui sort des conditions normales de vol. C'est-à-dire un cabrage de plus de 20 degrés, plus de 10 degrés de piqué ou des angles d'inclinaison latérale de plus de 25 degrés. En un an, l'aéronautique met sur pied un programme d'entraînement pour enseigner aux pilotes à reprendre le contrôle d'un vol, comme le SU-593. Cette tragédie a peut-être contribué à améliorer la sécurité des autres passagers. Mais pour les parents et les proches de ceux qui se trouvaient à bord ce jour-là, cet accident est toujours aussi présent au quotidien. Le corps d'Adrian Deauville fait partie des 22 cadavres qui n'ont jamais pu être identifiés et qui ont été incinérés ensemble par les autorités russes. Je me dis qu'il dormait. C'est comme ça que je le supporte. Il n'a rien vu venir.
Les membres de l'équipage de l'Airbus ont été enterrés au cimetière de Mitinsk, à Moscou, dans la section des héros, aux côtés des pompiers qui ont péri à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Yana et Eldar reposent à côté de leur père. Je peux imaginer l'horreur de leurs derniers instants. Yaroslav savait qu'il n'y avait pas que la vie de ses passagers qui était en jeu, mais aussi celle de ses enfants. Oui, c'était une entorse au règlement. Oui, il l'a fait. Mais ce qui s'est passé, c'est un accident cauchemardesque, une coïncidence affreuse. Je peux pardonner au pilote. Je peux pardonner à ses enfants, car ils étaient innocents. Cet homme avait 39 ans et pendant toutes ces années, sa carrière de pilote a été exemplaire. Il avait une famille dont il était fier. Ce sont seulement les 5 dernières minutes de ces 39 années qui se sont mal passées. Les enfants n'auraient pas dû être autorisés à entrer dans le cockpit. Mais dire ça ne ramènera de toute façon pas mon fils. En revanche, ça évitera peut-être que ça se reproduise.